Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et je reviens avec un nouveau concept pour Samhain. En fait, je me suis toujours dit que Samhain était déjà un de mes sabbats préférés et que c'était vraiment trop rapide, que ça durait pas assez longtemps et que j'avais envie de faire durer en fait cette période très magique et très liminale. Et souvent, dans les écrits, on retrouve que Samhain, on peut le fêter sur, soit, 3 jours ou soit parfois sur, 9 journées et nuitées. Mais j'avais envie de travailler ce concept un peu à l'aune du concept des 12 nuits de Yule, qui sont vraiment portées sur un caractère très introspectif, méditatif, où chaque nuit en fait est vouée à une question presque philosophique, métaphysique, que l'on va vraiment s'approprier et incarner. Et j'avais envie de faire la même chose pour Samhain, mais basée sur la mythologie celtique, qui me passionne et que je trouve finalement être un véritable tremplin pour la réflexion et pour l'introspection. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'associer chaque nuit, puisque 7, ça me paraissait être un chiffre assez cohérent par rapport à cette période, chaque nuit à une créature mythologique ou une déesse ou dieu celtique et à un aspect métaphorique à vraiment incorporer dans sa pratique. Et donc pour la première nuit, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de commencer sur... Alors en fait, pour que ce soit une période de 7 jours, ce serait intéressant de commencer le 27 octobre et de pouvoir terminer par exemple le 2 novembre. Et pour la première nuit, moi ce qui me semblait absolument cohérent, c'était de travailler avec une créature mythologique liée à la dimension de liminalité, de vraiment on a ce rapport de on a un avant et on a un après. Et pour moi, les entités qui correspondent le mieux à cette métaphore-là, c'est vraiment les Eschi, donc ce qu'on appelle le peuple féerique, en fait les bonnes gens en Irlande, qui sont littéralement en irlandais les gens des collines. Alors pourquoi on les appelait les bonnes gens? Parce qu'on utilisait tout simplement un euphémisme pour ne pas provoquer le courroux du peuple féerique. Et d'ailleurs, en ce sens, on faisait souvent des offrandes de pain, de lait, de miel aux fenêtres pour justement témoigner toute notre reconnaissance au peuple féerique. On retrouve les gens des collines sur les collines irlandaises, souvent la colline de Tara ou la colline de Newgrange. Et pour cette première nuit, que j'intitule donc la nuit des portes, je me suis dit que ce serait intéressant de travailler sur la notion de quelles portes s'ouvrent en moi ou quelles portes doivent rester fermées. C'est vraiment une notion liminale aussi de euh, comment est-ce que je peux mieux poser mes limites. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que je dois garder plutôt protégé peut-être? Euh, je pense que c'est une méditation qui pourrait s'accompagner d'un rituel tout simple, avec une méditation autour d'une flamme de bougie qu'on allume et qu'on éteint au moment où justement on entre dans la partie de ça je ferme, ça je pose ma limite. On peut aussi en profiter pour demander guidance et protection aux eschis, puisque c'est une période qui est propice aussi. Et ça peut être un bon moment pour faire une balade en forêt, peut-être à une période justement liminale, juste avant, au moment du crépuscule, juste avant la nuit, ou au matin, quand le soleil se lève à peine et point dans le ciel. Euh, je pense que c'est des moments qui peuvent justement permettre de réfléchir à cette notion de quels sont mes contours, où est-ce que je commence, où est-ce que je termine. Ça peut même être le moment, en tout cas moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de théâtraliser son rapport à son intériorité, son extériorité. Pourquoi pas en forêt, de créer en fait à travers une scène improvisée, une porte qui pourrait être juste deux arbres côte à côte, qui symbolise ce que vous voulez ouvrir peut-être en vous, ou au contraire ce que vous souhaitez sceller. Et ça peut être intéressant de juste faire un pas entre les deux arbres ou dans une clairière qui symbolise un peu votre téménos, votre espace magique, sacré, personnel.
En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire à cette période pour la nuit que j'ai intitulée la première nuit, la nuit des portes. Bon, j'aimerais faire un point sur mon magnifique t-shirt, qui est un t-shirt créé par Furia Furia. Et regardez, est-ce que c'est pas juste magnifique pour la période de Samhain? Enfin, quand même, incroyable. Voilà. Pour la deuxième nuit, je l'ai intitulée la nuit des présages. Elle peut se dérouler le 28 octobre et je trouve que c'est vraiment intéressant de la corréler au personnage de la Banshee, qui est censé justement à travers son chant ou son cri funèbre qui déchire le tissu de la nuit nous annoncer notre mort. Je trouve que déjà c'est un personnage qui est extrêmement décrié et sur lequel on a énormément jeté l'anathème, puisque souvent on associe la Banshee à quelque chose de forcément tragique, alors que les Banshees étaient associés à des familles et que c'était comme des esprits familiers euh, qui étaient extrêmement aimés des familles et qui participaient, vous savez, comme dans le rôle des pleureuses dans la Grèce antique, en Espagne encore aujourd'hui, qui participaient justement au deuil et à catharsiser, en un sens à manifester la tristesse d'une famille. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant pour cette deuxième nuit de travailler sur la notion de quel présage est-ce qu'on a ignoré cette année, quel présage au contraire on a écouté, qu'est-ce que ça nous a apporté. C'est vraiment la nuit pour moi de l'intuition. Et ça peut être un bon moment de se tirer les cartes, ça peut être un bon moment euh, d'être vraiment dans une approche vaticinatrice de lecture d'avenir, pourquoi pas aussi. Pour la troisième nuit du 29 octobre, je l'ai intitulée La nuit des fins. Et j'ai été très inspirée par la créature du changeling pour ça. Les changelings, vous les connaissez certainement, c'est ces bébés qui sont échangés par des fées à la naissance. Souvent, on reconnaissait le leur parce que l'enfant avait l'air plus âgé, il le flétrissait à vue d'œil, ou sinon il était extrêmement sage, un peu étrange dans son comportement. En tout cas, derrière la superstition des changelings, se cachent plusieurs peurs, notamment la peur évidemment de la mort infantile, mais aussi et surtout la peur de l'altérité. Le changeling, c'est vraiment l'incarnation de cette idée que lorsque son enfant, enfin pour moi, que lorsque son enfant est projeté au monde, il ne nous appartient plus. Et donc du coup, on n'a plus vraiment le contrôle sur ce qu'il pourrait devenir. Et le changeling finalement incarne vraiment cette idée de d'individuation en un sens, puisqu'il n'est plus du tout partie intégrante de la mère et il devient sa propre personne. En tout cas, en l'occurrence, il n'est pas de la famille des parents. Et je pense qu'en ce sens, il incarne bien la peur de l'altérité et de la différence. En tout cas, moi, je l'interprète comme la métaphore de la fin, dans le sens où on a faim d'une spiritualité, on a faim d'une reconnaissance par nos pères, on a faim d'être vu, entendu, reconnu, ce qui n'est pas le cas quand on se terre dans la métaphore du changeling. Et donc pour honorer finalement cette faim absolue et d'absolu vraiment, ça pourrait être très intéressant de travailler sur la question de quelle faim saisit mon corps et mon esprit à cette période de l'année surtout. Quelle faim reste encore inassouvie en moi. C'est aussi une étape importante qui précède une forme de mort symbolique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment embrasser la mort sans avoir embrassé la faim intérieure, le manque réel. Et on ne peut vraiment renaître que lorsqu'on a connu et embrassé ce qui nous dévore. Et donc la question que j'aimerais poser aussi pour cette nuit si spéciale, c'est qu'est-ce qui nous dévore vraiment? Pour le rituel, on peut très symboliquement et aussi charitablement offrir un repas visible à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont le plus faim, ou on peut offrir un repas invisible à ceux qui
sévit en nous, à ce qui tenaille nos entrailles en un sens. Et on peut aussi, si on le souhaite, s'écrire une lettre ou écrire une entrée dans son journal intime à propos de ce qui nous tenaille, qu'est-ce qui nous affame, qu'est-ce qui nous permettrait de vraiment nous nourrir spirituellement. Ça, je pense que ça peut être très très intéressant. Pour la quatrième et la cinquième nuit que j'ai décidé de rassembler, c'est évidemment les 2 nuits de Samhain, du 30 au 31 octobre. Pour ces 2 nuits extrêmement transformatrices, liminales, les entités ou plutôt les divinités que je trouve les plus intéressantes à associer et avec lesquelles travailler, c'est évidemment la Morrigan et la Cailleach. La Morrigan, c'est vraiment la déesse de la souveraineté, de la guerre, et la déesse du chaos qu'on adore. Elle apparaît aux guerriers au milieu des champs de bataille pour leur prophétiser la suite, et c'est vraiment une espèce de humble pie qu'ils se prennent un peu dans la tronche, mais dont on a tous besoin en fait. Je pense que la Morrigan, c'est vraiment une déesse de l'extrême lucidité aussi pour ça. On est vraiment dans la métaphore de l'ego qui accepte de mourir afin de se transcender, de se dépasser. La Cailleach, elle symbolise plus une mort naturelle, vraiment l'entrée toute simple dans le monde de l'hiver. La Morrigan, elle va tuer, elle va abattre, et la Cailleach, elle va conserver les eaux. Elle prépare vraiment le terrain pour la renaissance autour de Imbolc, avec Brigid évidemment. Elle représente aussi ce moment d'acceptation de la vacuité, du vide. On entre dans une période de euh, néant, mais tout est en stase, tout est au repos. Donc pour moi, la question que j'aimerais poser pour ces 2 nuits, c'est évidemment la question de la mort intérieure. Quelle part de moi doit mourir ou doivent mourir afin que je renaisse? Ça peut être un bon moment pour invoquer ses ancêtres, communiquer avec eux, pourquoi pas faire du spiritisme, faire très attention à ses rêves aussi, voir les messages qu'ils peuvent nous faire passer en rêve. On peut aussi entamer cette méditation autour de ce qui doit mourir en nous grâce à la flamme d'une bougie noire par exemple, ça peut être très très intéressant aussi. Donc j'aime bien la dualité, la Morrigan et la Cailleach, parce que la Morrigan, c'est vraiment la déesse du combat, et donc peut-être qu'on a aussi ce faux héros, cette fausse héroïne qui peut justement mourir en nous pour révéler le vrai courage. Et la Cailleach nous permet juste en fait de nous dépouiller de tout ce qui nous encombre pour ne retenir que les os véritablement. Forcément, après ces nuits de Samhain, on est en droit de se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et il y a plein d'autres créatures dans la mythologie irlandaise que je trouve extrêmement pertinentes pour faire la post-réflexion de ok, la mort et après. La nuit du 1er novembre, qui est forcément une journée liée et une nuit liée à l'hommage et à la reconnaissance des ancêtres et de la mort, je l'ai intitulée la nuit des abîmes. Parce que c'est là où le voile est le plus mince et où les âmes captives se déplacent et errent de façon assez fluide. Pour moi, c'est une nuit qui peut être très pertinente si on veut entamer cette réflexion autour de ce qui aspire notre force vitale. Maintenant, si vous voulez être dans cette perspective de reconquête aussi de votre énergie vitale, puisque c'est une période de recentrage vraiment profonde, ça peut être assez intéressant de travailler avec les symboles de 2 vampires irlandais qui, pour le premier, aurait inspiré Bram Stoker pour le mythe de Dracula. Donc il s'agit du vampire Auertar, qui est un tyran revenu d'entre les morts pour boire le sang de ses sujets. Et je pensais aussi à une autre vampiresse que j'adore, qui s'appelle Darkdur, qui veut dire
la Red Blood Sucker. Elle a un peu ce statut de sirène qui vient charmer les hommes avant de leur ôter la vie. La tombe de Daragdua est scellée avec des pierres pour l'empêcher de sortir, tout simplement. Donc ce retour à la pierre, à l'enracinement, m'intéresse beaucoup pour méditer à la question, évidemment en parallèle avec ces deux figures vampiriques, qu'est-ce qui épuise mon énergie vitale ? Qu'est-ce qui me vampirise, littéralement? Comment est-ce que je peux m'en libérer? Ça peut être le moment de faire un rituel et de se séparer, de se libérer des liens qui nous entravent, qui nous oppressent. Ça peut être intéressant de travailler dans un cercle de pierres ou avec des pierres pour s'enraciner justement et se recentrer autour de sa colonne vertébrale, de sa force vitale et de tracer un cercle de protection et pourquoi pas de travailler avec des rubans qui symbolisent des liens qui sont toxiques à nos yeux et que l'on coupe ou que l'on noue et que l'on enterre, pourquoi pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé. C'était pas forcément des liens avec des personnes, mais c'était des liens avec des notions qui, moi, me confortaient beaucoup dans des habitudes qui n'étaient pas saines, justement. Et je les avais infusées. Donc, c'est toute la toxicité, toutes ces idées qui me maintenaient dans une bulle réconfortante, mais empoisonnée réellement. Je les avais infusés dans des petits rubans de couleur auxquels j'avais fait des nœuds et que j'avais enterrés dans un cimetière. Ça peut être aussi quelque chose à faire pour cette nuit des abîmes. Pour la 6e nuit, la nuit du 2 novembre, je l'ai intitulée la nuit des eaux profondes. Jusque-là, je n'avais pas parlé d'entités féeriques qui appartenaient au monde de l'eau. Mais comment passer à côté des Selkies ? Si vous me connaissez, vous savez que c'est une de mes créatures féeriques préférées. Je la trouve extrêmement intéressante, très profonde. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs deux films principaux qui parlent des Selkies. Donc on a le film de Tom Moore, qui est un réalisateur irlandais, ce film d'animation magnifique qui s'appelle Song of the Sea, que je vous recommande très chaleureusement. Et on a aussi le très beau The Secret of Rowan Inish, qui est un film du début des années 90, je dirais, et qui traite justement de ce rapport à la Selkie, qui est cette très belle femme phoque qui nage en toute légèreté et insouciance avec ses sœurs dans l'océan. Évidemment, l'océan représente cette espèce de tout, cette unité spirituelle très forte qui la relie aussi à ses intuitions et donc à sa spiritualité. Et puis un jour, lorsque elle se baigne et qu'elle enlève sa peau de phoque et qu'un homme lui vole sa peau, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, il peut s'accaparer cette femme et la faire sienne, et généralement l'épouser, lui faire des enfants, etc. Et en un sens l'enfermer, évidemment métaphoriquement. Et ça, c'est ce que dit Clarissa Pinkola Estes dans Femmes qui courent avec les loups, où elle revisite énormément de mythes et de légendes de manière psychanalytique et féministe. Elle dit que la Selkie représente le désir de l'homme d'avoir une relation aussi belle et fusionnelle avec la spiritualité, mais qu'il n'arrive pas à avoir, et donc il est obligé de voler, de dérober à la femme, symbolisée par la peau de phoque, afin de se l'accaparer. Ce qui est très beau, c'est qu'en général, les Selkies, même lorsqu'elles sont captives des hommes, finissent par retrouver leur peau de phoque et finissent, même si elles ont eu des enfants et qu'elles ont bâti une vie sur la terre ferme, finissent toujours par retourner aux profondeurs de l'océan et à leurs sœurs, parce que c'est ancrées dans leur nature et c'est plus fort qu'elles. Évidemment, si elles pouvaient faire autrement, si elles pouvaient prendre leurs enfants, elles le feraient, mais en l'occurrence, elles ont été volées de quelque chose de très précieux, donc c'est juste normal qu'elles y retournent après. C'est un magnifique conte et c'est une magnifique légende tragique, mais en même temps c'est ce qui, je trouve, fait sa beauté. Et donc pour cette nuit si spéciale, ce serait vraiment intéressant de
s'interroger sur ce qui nous transforme profondément et pourquoi pas d'entamer un travail avec l'eau. Si possible, de se promener le long d'une rivière si l'on peut, si le climat n'est pas trop difficile. Et encore, ça peut faire partie aussi du rite d'initiation, de se baigner dans une rivière, à la mer, peu importe, en se mettant dans la tête que on fait une espèce de rebaptême. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi par le passé. Je l'avais intitulé mon rebaptême. Euh, J'étais partie en, en- en métro, en Transilien, loin de Paris, pour chercher un coin où je puisse me baigner, qui était assez, assez isolé et assez sauvage, où je puisse vraiment entamer mon rebaptême, tout simplement. Et donc j'avais fait tout un rituel avec toute une méditation autour de la question du renouveau, de muet, etc. Et j'avais trouvé un coin très isolé, sauvage, où je pouvais me baigner et prononcer mes vœux de rebaptême, puisque j'avais écrit des vœux comme pour le rituel de dédication, quand vous faites votre premier euh, grand rituel de consécration personnelle lorsque vous vous dédiez à la sorcellerie, on va dire. Euh, je l'avais vraiment fait à ma sauce, quoi, et avec tout un long poème qui était très, très construit, très lyrique, etc., qui me ressemblait. Et c'était assez fou parce que donc je me suis baignée, j'ai prononcé ces vœux de rebaptême, et ces vœux pour moi qui symbolisaient ce besoin de me reconnecter à mon moi profond, de n'être fidèle finalement qu'à moi-même. C'était un rebaptême mais aussi un mariage en un sens, un mariage avec mes valeurs profondes. C'était aussi le constat que finalement en grandissant, en faisant certains choix dans la vie, ben, je m'étais éloignée de moi-même et donc je voulais refusionner avec tous ces principes qui me composaient profondément. Et donc je me suis baignée, je me suis pas baignée longtemps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Non, j'ai pas besoin de plus en fait. Que c'était même un peu dangereux finalement, c'était assez étrange. Je me suis rhabillée et au moment donné, au moment où je me suis rhabillée, euh, les flics sont arrivés et ils m'ont posé tout un tas de questions. On commençait à me dire que c'était une partie interdite au public, que j'avais pas le droit d'y être, il n'y avait aucune indication, je ne pouvais pas le savoir. Et ils m'ont expliqué que la veille, il y avait un jeune garçon de 14 ans qui était mort noyé exactement à l'endroit où je m'étais baignée. Donc ça a été un moment très choquant pour moi. Je suis partie et j'ai composé une prière pour ce garçon-là. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui vient de se passer ici au niveau vase communicant. Au niveau, j'ai donné mon énergie, un peu de ma vie, il a perdu la sienne. Enfin, je sais pas, en tout cas, il y a eu quelque chose. Ne jamais sous-estimer le pouvoir transformateur de l'eau. Je vous raconte une histoire qui est hyper glauque, je me rends compte, mais c'est pas le but. Mais le but, c'est juste de recentrer autour du débat de voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment méditer à cette question de la transformation intérieure à travers la nuit des eaux profondes et le personnage de la Selkie qui est si envoûtant et si inspirant. Et enfin pour la dernière nuit, la 7e nuit, je l'ai intitulée la nuit des flammes, donc a priori la nuit du 3 novembre.
puisque pour moi, elle symbolise véritablement le renouveau. Hem, L'entité, la divinité que j'aimerais, convoquer pour cette nuit-là, c'est la Cailleach. C'est tout l'inverse de la flamme et du renouveau, mais justement, il faut passer par cette mort initiatique avant de pouvoir embrasser ce renouveau. La Cailleach symbolise justement cet hiver qui s'installe, cette stase qui commence véritablement. Mais évidemment, comme vous le savez, c'est toujours dans les cendres que la flamme peut renaître. Et la flamme, pour moi, c'est Brigide. Certes, elle sera beaucoup plus présente autour de Imbolc, autour du 1er de février, cette période-là, de l'hiver, mais je trouve que c'est une manière de l'invoquer doucement, mais sûrement, euh, et de garder en tête que même si on embrasse cette période hivernale, un peu létifère, un peu difficile, il y a toujours une petite flamme qui persiste. Donc cette nuit-là, on va raviver une petite flamme pour se rappeler de ça. Donc on peut allumer des petites bougies, vraiment très discrètes, dans le silence, et se poser la question de quelle petite flamme, quelle petite lumière a besoin d'être nourrie en moi. Ça peut être l'occasion de partir en écriture automatique, l'occasion d'écrire une lettre à nouveau à soi-même. On peut même écrire 7 lettres, c'est ce que je me disais aussi, et je pense que je vais faire ça pour ces 7 nuits. 7 lettres distinctes qui reflètent votre introspection de chaque nuit. Une manière aussi de ne pas perdre de vue ce qui attise votre flamme intérieure et de rester connecté à ce feu